Je ne suis pas féministe, et bien que je reconnais que certains de leurs constats peuvent être pertinents, je n'adhère absolument pas ni à cette idéologie, ni aux solutions proposées et mises en place. Mon but dans cette vidéo n'est absolument pas de cracher sur le féminisme, ni sur celles qui y adhèrent, ni même de vous convaincre. Mon seul objectif ici est de vous présenter une autre vision du monde afin d'ouvrir une discussion. Aujourd'hui, la cause féministe est fragmentée en plein de petites subcatégories qui se déchirent entre elles, et je ne vois pas trop comment elles vont réussir à résoudre ces problèmes, mis à part peut-être re-questionner le féminisme même, qui aujourd'hui se perd dans ses contradictions. Le monde que nous avons là n'est pas parfait, et chacun d'entre nous aimerions l'améliorer pour qu'il soit plus juste. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, c'est surtout la définition du mot juste qui diffère, mais partons quand même de là. Pour moi, la première question à se poser, c'est comment change-t-on le monde? Pour avoir une influence, quelle que soit l'échelle, il faut avoir du pouvoir. Le pouvoir, c'est un spectre, c'est simplement notre capacité à pouvoir influencer et contrôler notre environnement. Malgré tout, le mot pouvoir a mauvaise réputation aujourd'hui parce qu'il est souvent associé aux gens qui, à nos yeux, en font mauvais usage. Et aussi, c'est peut-être très corrélé dans notre esprit à Machiavel qui dit que tous les moyens sont bons pour garder le pouvoir, y compris faire du mal, et du coup, quelque part, avoir du pouvoir est corrélé dans notre tête à faire le mal. Et donc même si effectivement cette utilisation du pouvoir nous semble être la norme, au fond, nous savons très bien que le pouvoir est neutre. Et donc théoriquement, s'il est entre de bonnes mains, le pouvoir peut faire des bonnes choses. Si nous voulons du pouvoir pour parvenir à faire des changements positifs dans le monde, la deuxième question n'est autre que comment acquiert-on du pouvoir? Le pouvoir demande deux choses, comprendre le monde et avoir de l'influence. Par avoir de l'influence, on entend des choses comme avoir de l'argent, des ressources naturelles, des connexions avec des gens qui ont du pouvoir ou bien un don particulier. Je pense que vous voyez aussi la corrélation qu'il y a entre les deux. Plus l'on comprend avec justesse le monde et comment il marche, et plus nous sommes capables de gagner et d'accumuler cette influence. Donc avant toute chose, nous devons nous concentrer sur le premier point, comprendre le monde. Lorsque l'on essaye de comprendre un monde si complexe, on est tenté bien sûr de réduire cette complexité à des modèles plus simples. Mais pour moi, c'est de là que provient la première erreur des féministes, une simplification à outrance de problèmes complexes. Un des exemples qui me paraît le plus évident étant le patriarcat, avec cette idée que tous les maux de la Terre ne viendraient que de l'homme blanc hétéro-cisgenre. Bon, je comprends qu'à un certain niveau d'analyse, ça peut totalement faire sens. Mais est-ce que je suis la seule à trouver que pointer un méchant commun et taper dessus sans nuance, je trouve que c'est un peu au même niveau que les racistes qui disent c'est les Arabes ou les nazis qui disaient c'est les Juifs. Avec en plus de ça une surcouche absurde qui est que les hommes ne sont absolument pas une minorité, mais bien quasiment la moitié de la population adulte. J'imagine qu'on doit avoir un biais cognitif qui favorise ce genre de diabolisation collective, mais voilà, moi perso, je trouve ça au mieux pas très intéressant et au pire carrément dangereux. Il y a aussi ce truc en science que lorsque l'on cherche des solutions à des problèmes complexes, il faut faire extrêmement attention à la manière dont on va modéliser notre problème. Car en le simplifiant trop dans notre théorie, la probabilité pour qu'on retrouve les mêmes résultats dans le vrai monde que ceux qu'on a retrouvés dans notre modèle simplifié est extrêmement faible. En fait, quand quelque chose marche, on a l'impression que c'est simple. Et le risque ici, c'est de trop vouloir le manipuler avec des solutions déduites du modèle simplifié, et de non seulement se retrouver avec des résultats totalement différents de ce qu'avaient prévu les hypothèses, mais en plus de ça, si on touche à quelque chose de vraiment fondamental sans s'en rendre compte, on risque de faire s'effondrer l'équilibre qui faisait à la base tout tenir en place. Et à ce moment-là, la réelle complexité du monde va nous exploser à la gueule sans que l'on ne puisse plus rien faire. Donc je vais maintenant essayer de remettre un petit peu plus de complexité et de subtilité là où je pense que c'est nécessaire si on veut avancer dans le bon sens. Lorsque l'on cherche la vérité, on pose des questions. Et en posant ces questions, il faut être prêt, parce que très souvent, les réponses que l'on trouve à nos questions ne sont pas celles que l'on aimerait trouver. Et je vous dis ça pour bien que vous compreniez que ça ne m'a pas fait plaisir de découvrir les choses qui vont suivre. Émotionnellement, je n'aime pas mes idées politiques, j'aimerais clairement en avoir d'autres, mais voilà, je les considère comme la vérité, et si je veux changer le monde pour le mieux, j'ai besoin de cette vérité. Fermer les yeux sur certaines choses parce que ça ne nous plaît pas émotionnellement me paraît absolument contre-productif. Pour vous donner un exemple, mieux comprendre le corps humain et la médecine nous a permis de soigner plus de maladies. Et même si ça n'a pas plu à l'Église que l'on profane ces corps qui étaient les créations de Dieu,
Il est évident pour nous tous aujourd'hui que l'on ne soigne pas une tumeur au cerveau avec une saignée. Bref, un des postulats que je trouve absurde dans le féminisme, c'est cette idée que nous serions psychologiquement entièrement construits culturellement. Donc physiquement, nous aurions des différences hommes-femmes, mais psychologiquement, nous serions identiques et simplement construits socialement par notre environnement. Notre genre, nos comportements sociaux, nos centres d'intérêt et peut-être même notre orientation sexuelle, tout cela serait simplement des comportements appris. Et je ne suis pas d'accord avec ce postulat-là, simplement parce que ça va à l'encontre de tout ce que j'ai vu, entendu et lu en biologie, en neurosciences et en psychologie. Rien dans la science, mis à part une branche peu reconnue de la sociologie, ne va dans ce sens-là. Le dysmorphisme sexuel, c'est-à-dire les différences entre les individus mâles et femelles d'une même espèce, est non seulement physique, les femmes sont en moyenne plus faibles et plus petites que les hommes par exemple, mais ce dysmorphisme sexuel a aussi des implications neurologiques et psychologiques dues à la structure de notre cerveau et à nos hormones. De manière générale, les hommes et les femmes sont différents physiquement et mentalement. Nous avons des comportements sociaux et des centres d'intérêt différents, et ça, dès la seconde où nous sortons du ventre de notre mère. Bien sûr que l'environnement joue un rôle dans le développement de certains de ces comportements, de la même manière qu'il influe sur nos hormones et même sur l'expression de certains de nos gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, mais malgré tout il y a cette base génétique, ce noyau qui restera inchangeable quel que soit l'environnement. Voilà, je ne suis pas non plus experte dans ce sujet des différences hommes-femmes, mais je vous fais confiance pour aller voir les quelques vidéos que je vous ai mis dans la description. Je n'ai pas mis d'études à proprement parler parce que je sais très bien que personne ne va réellement lire ces études, même moi je ne sais pas les lire. Par contre, je préfère vous partager des scientifiques ou des experts qui m'ont beaucoup influencé et qui, eux, savent de quoi ils parlent et vous permettra d'approfondir vraiment le sujet si ça vous intéresse réellement. Par exemple, je vous mettrai un lien vers les cours de biologie comportementale humaine de Robert Sapolsky à l'université de Stanford. Parce que voilà, même en dehors du sujet précis du féminisme, ça m'a absolument passionnée. Et du coup, bah voilà, j'en profite pour vous le partager. Donc revenons à ma problématique. Je me suis souvent demandé pourquoi les féministes ne voulaient juste pas entendre parler de tout ça. Bon, là je vais faire un petit peu ma soupe, mes hypothèses, donc encore une fois peut-être que je simplifie un phénomène complexe, mais voilà comment je le vois. Le problème avec ce genre de déterminisme biologique, si on veut, c'est que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'essaye de nous vendre le féminisme, à savoir l'égalité et la liberté. Pourquoi les féministes revendiquent toujours plus de droits à l'égalité et la liberté, quand bien même nous sommes les femmes les plus favorisées et les plus libres du monde, voire même de l'histoire du monde. Pour moi, nous sommes aujourd'hui dans une société où règne l'égalité, mais je précise, l'égalité des chances, et ça, ce n'est pas la même chose que l'égalité des résultats. Mais je vais pas trop développer ça ici, si tout va bien, je le garde pour la prochaine vidéo. La suite de ma réflexion s'est donc concentrée sur la liberté. En parlant du Japon, mon prof d'histoire a dit un jour « On perd en sécurité ce que l'on gagne en liberté ». Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. Bref, la question que je me suis posée ensuite, c'est à quoi nous servirait plus de liberté? Nous sommes déjà libres, en tout cas bien assez pour déjà être perdus dans nos choix. Il y a quelques années, je suis tombée sur un TEDx d'un psychologue nommé Barry Schwartz, qui est l'auteur du livre Le paradoxe du choix. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description, bien évidemment. Et en gros, cette vidéo m'a fait découvrir cette théorie qui dit que plus de choix ne nous rend pas plus libres, mais au contraire entraîne soit une sorte de paralysie, ou alors augmente de manière générale notre insatisfaction et notre culpabilité. En gros, plus on a de choix et moins on arrive à se décider, et même lorsque l'on décide, on est moins satisfait parce qu'on avait plus d'attentes, et en plus on regrette parce qu'on se dit qu'on a fait le mauvais choix. Donc voilà pourquoi rejeter en bloc tout le consensus scientifique, que ce soit en biologie ou en psychologie, et pourquoi vouloir promouvoir la liberté et l'abondance de choix dans nos comportements et notre identité, lorsque, encore une fois, la science montre qu'elles sont probablement à l'origine d'une partie de nos souffrances. Et même au-delà de ça, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la liberté? Parce que personnellement, je ne pense pas que la liberté soit la poursuite absurde de nos plaisirs et de nos caprices. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, ça nous enferme dans un cercle vicieux hédonique et nous rabaisse à nos instincts les plus primaires. Je n'ai malheureusement pas le temps de redévelopper tout ça ici,
mais si vous voulez comprendre ce que j'entends par là, je vous recommande d'aller regarder mes précédentes vidéos en commençant par celle de Qu'est-ce que le bonheur. Mais en gros, pour moi, pour être libre, il faut se détacher de nos bas instincts et de nos pulsions pour nous permettre de construire quelque chose dont nous serions fiers sur le long terme. Et donc forcément, ramener la liberté seulement au plaisir et au sexe, de mon point de vue, ne me semble absolument pas pertinent, voire même nous ferait du mal. Je pense qu'il serait aussi utile et salvateur de nous demander quels seraient nos devoirs en tant que femmes. Et je n'ai pas vraiment de réponse définitive pour ça, donc c'est vraiment une question que je pose. Les féministes ont beaucoup de solutions qui impliquent de changer le comportement des hommes. Mais la vraie question, ce serait plutôt de se demander comment nous devrions nous comporter pour améliorer le monde. Parce que moi, au final, c'est ça qui m'intéresse, me concentrer sur les choses dont j'ai le contrôle. Je pense aussi que nous souffrons du fait qu'il n'y a plus vraiment de mode d'emploi à la vie. Avant, la religion encadrait beaucoup ce genre de questions existentielles, mais à force de tout vouloir déconstruire, on se retrouve sans repère, au milieu de ruines. Donc je pense qu'une bonne question pour recommencer à construire quelque chose, ce serait de se demander comment devrions-nous nous comporter dans le monde pour que cela soit bénéfique pour nous-mêmes et pour la communauté. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du concept d'empouvoirment ou empowerment en anglais. Parce que peut-être que je l'ai mal compris, mais en tout cas, voilà comment j'ai vu ça de mon côté. Les seules choses que je vois vraiment qui sont promues comme étant de l'empouvoirment seraient notre libération sexuelle et notre liberté de pouvoir mettre nos seins et nos fesses à la vue de tous. Et ça, ce serait censé nous rendre plus fortes, nous donner du pouvoir. Bon, j'en reparle plus tard dans la vidéo, donc pour le moment, ok, admettons. Le truc, c'est que tout le reste du temps, on nous infantilise et on nous surprotège avec des concepts comme les trigger warnings ou les safe space. Et on nous tartine à longueur de journée que l'on est les victimes de l'oppresseur masculin. Mais au lieu de valoriser le fait que aujourd'hui, en tant que femme, nous avons potentiellement accès à tout, j'ai l'impression qu'on utilise cette victimisation pour justifier notre médiocrité. Je n'ai pas réussi ça ou on ne m'a pas accordé ça parce que je suis une femme. En fait, au lieu de prendre l'information comme étant une erreur ou un défaut interne que l'on peut contrôler et rectifier, nous la justifions avec une donnée extérieure qui, n'étant pas dans notre contrôle, nous laisse impuissantes. Donc la victimisation n'est pas de l'empouvoirment, mais bien exactement le contraire. Et de toute façon, je pense que nous ne sommes pas des victimes, et je me permettrais même d'avancer que, collectivement, en Occident, nous ne l'avons jamais été. Pour la petite anecdote, la différence entre l'homme et nos cousins les primates, c'est que chez les singes, la sélection sexuelle se fait entre mâles. Ça veut dire que lorsque les femelles sont en chaleur, elles s'accouplent avec n'importe quel mâle sans distinction. Et donc ce sont les mâles les plus forts et les plus dominants qui chassent les plus faibles et se reproduisent donc avec la majorité des femelles. C'est pourquoi la force et la violence font partie des traits les plus sélectionnés chez les primates. Quant aux humains, la sélection se fait au niveau des femelles. Ce sont nous, les femmes, qui avons choisi quels hommes méritaient de se reproduire, et donc de choisir finalement les particularités génétiques qui nous permettraient de mieux survivre, nous et notre descendance. Donc je m'avance peut-être un petit peu trop ici, mais l'expérience de pensée est intéressante. C'est potentiellement nous qui avons sélectionné l'intelligence sur des milliers d'années. C'est potentiellement nous qui avons sélectionné la force et la cruauté chez nos hommes, car c'était ceux qui nous protégeaient mieux tout simplement des dangers extérieurs. D'une certaine manière, nous avons sélectionné le patriarcat. Nous ne sommes pas des victimes, bien au contraire. Le patriarcat, appelons-le comme ça, est probablement le meilleur système que nous avons trouvé pour nous protéger, nous et nos enfants. Et bien sûr, les temps changent. Il y a eu de très grandes révolutions qui se sont déroulées très récemment, comme par exemple la contraception, l'avortement, la chute drastique de la mortalité infantile, l'industrialisation, et j'en passe. Et donc, ok, peut-être que ce système était légèrement archaïque et méritait d'être légèrement actualisé. Mais prétendre que l'homme et son patriarcat est oppressif et violent est d'un non-sens absolu en plus d'être d'une profonde ingratitude. Je ne pense pas que nous avons volontairement été oppressés par l'homme. Je pense que c'était comme ça que ça marchait. Nous avions chacun notre spécialisation parce que les temps étaient durs. Nous, les femmes, nous étions responsables de la reproduction et donc de la survie de l'espèce. Sauf que notre temps de gestation long, la dépendance de nos enfants pendant plusieurs années, ainsi que la mortalité infantile extrêmement élevée, nous a contraints pendant des milliers d'années à nous spécialiser sur certaines tâches plutôt que d'autres. Nous nous occupions des enfants, du foyer, de l'intérieur.
pendant que l'homme, lui, allait à l'extérieur chercher de la nourriture, des ressources et défendre du mieux qu'il pouvait notre sécurité. Les hommes ont fabriqué des États et des civilisations solides afin de nous protéger, nous et notre descendance. Ne disait-on pas les femmes et les enfants d'abord? Nous sommes et nous avons toujours été les choses les plus précieuses qui soient aux yeux des hommes. Et penser l'histoire comme un long règne de patriarcat oppressif est une insulte en fait à tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus et sont morts pour le paradis dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors bon, vous l'avez compris, je préfère la version de l'histoire dans laquelle je ne suis pas une victime du patriarcat omnipotent, mais bien l'héritière chanceuse d'une civilisation incroyable qui me permet aujourd'hui de dire et de faire ce que je veux. Pour moi, c'est ça l'empouvoirment, me dire que de grandes choses sont possibles si je travaille dur, indépendamment de mon sexe. Et attention, je ne dis pas que le sexisme ou la misogynie n'existent pas. Je dis juste que je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pratiquement aucune incidence sur ce que nous sommes capables d'accomplir personnellement. Bien sûr, c'est un sujet complexe qui va des racines même de notre histoire et de notre biologie jusqu'aux constructions sociales les plus complexes que le monde ait connues. Donc je dis ça de manière générale pour le moment, mais j'espère pouvoir rentrer dans les détails très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées en me posant des questions sur des sujets qui vous touchent particulièrement. Bref, il faut aussi que l'on parle des antiféministes, parce que lorsque l'on commence à ne plus trop accrocher à l'idéologie féministe et qu'on cherche des réponses, on tombe d'abord le plus souvent sur des mouvements d'hommes antiféministes qui ont des arguments du type les hommes aussi souffrent, il y a en ce moment une vraie crise dans la masculinité et pour eux ce sont des problèmes qui doivent être adressés au même titre que ceux des femmes. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux tombent dans la misogynie la plus profonde en accusant les femmes d'être les vrais oppresseurs qui manipulent par l'émotion le débat pour attirer toute l'attention et la compassion sur elles. Bref, je vous mets dans la description le documentaire The Red Pill, qui est un documentaire qui a été fait par une féministe qui en fait s'est intéressée aux MRA, donc les Men Rights Activists, donc les activistes pour les droits des hommes, et voilà, c'est le reportage qu'elle a fait sur eux, et c'est très intéressant et assez touchant. Mais bref, même si leurs arguments sont tout aussi valides à mon sens que ceux des féministes, pour moi cela reste de la victimisation. De la même manière que l'on justifie ses échecs personnels par un élément extérieur, qu'il soit l'homme ou qu'il soit la femme, je trouve ça profondément contre-productif. Donc là, on se retrouve avec une problématique qui est que quel que soit le côté, nous avons une partie des femmes et une partie des hommes qui ont tous les deux la sensation d'être oppressés par l'autre, chacun jetant la pierre sur l'autre. Et du coup, je me suis demandé comment on pourrait élever le débat et nous sortir de cette impasse. Au fur et à mesure du temps, je me suis familiarisée avec l'idée de hiérarchie, qui est un des sujets que je développerai bien en détail dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, comprenez que nous vivons à l'intérieur de hiérarchies de compétences. Ça veut dire que les plus forts dans un domaine vont dominer cette hiérarchie et les plus faibles seront en bas. Sauf que contrairement à ce que j'ai cru pendant longtemps, il n'y a pas qu'une seule hiérarchie. D'abord, il y a une infinité de hiérarchies à tous les niveaux et pour toutes les particularités. Imaginez chaque hiérarchie comme un petit jeu compétitif et en fait chaque micro-hiérarchie est comprise dans une hiérarchie un petit peu plus grande et elle-même est comprise dans une un peu plus grande, etc., etc. Et ce qui a fini par me sauter aux yeux, c'est que lorsque l'on arrive au bout, on se retrouve avec deux grandes hiérarchies qui, elles, incluent toutes les plus petites. Deux hiérarchies donc, une pour les hommes et une pour les femmes. Aucune ne m'a paru l'une au-dessus de l'autre et aucune ne m'a semblé englober l'autre d'une manière ou d'une autre. Les critères pour être au top de ces deux hiérarchies sont bien entendu liés à ce qui plaît au sexe opposé. Donc les femmes au top de la hiérarchie féminine représentent l'archétype de la beauté et de la jeunesse, auquel peut s'ajouter la douceur, la naïveté et la pureté, ou bien au contraire le côté sexuel et sulfureux. En ce qui concerne la hiérarchie des hommes, ce sont plutôt les hommes de pouvoir qui arrivent au top. Et par pouvoir, j'entends un peu ce que je disais au début de la vidéo, à savoir intelligence, compréhension et ressources. Ces deux hiérarchies ont été forgées et sélectionnées par le temps, et donc je pense que malheureusement, nous ne pouvons pas en faire abstraction.
Nos désirs et nos pulsions sont, à mon avis, très profondément ancrés en nous et par conséquent sont liés inévitablement à ces deux archétypes. Donc nous avons ces deux hiérarchies très spécialisées dans lesquelles la compétition est dure. Et donc là où la femme réclame plus d'égalité dans le travail et plus précisément dans les postes à pouvoir, qui est une hiérarchie qui a été fondée sur des qualités masculines, les hommes, eux, de leur côté, réclament plus de reconnaissance sur les problématiques sexuelles, émotionnelles, ou par exemple lorsqu'ils veulent récupérer la garde de leurs enfants après un divorce, qui est sans conteste un domaine dominé par les femmes. D'ailleurs, vous vous rappelez tout à l'heure quand je parlais de l'empouvoirment féminin qui ne proposait finalement que d'exposer nos corps et notre sexualité. En réalité, c'est simplement parce que les femmes ont comme un peu redécouvert que c'était leur hiérarchie de compétences et que du coup, elles avaient du pouvoir là-dedans. Et je trouve ça un petit peu absurde de le brandir comme une nouvelle arme issue de la libération sexuelle, alors qu'en réalité, c'était exactement ce que font toutes les femmes depuis des millénaires, à savoir utiliser leur corps et leur sexualité pour attirer l'attention et les ressources des hommes. Bon, là encore, c'est un sujet qui mérite un développement un peu plus en profondeur, mais voilà, je voulais notamment commencer à l'aborder ici, surtout pour vous mettre en perspective cette idée de hiérarchie, mais aussi pour vous montrer que finalement la vie est dure pour tout le monde et que nier la souffrance de l'autre ne fait qu'attiser le ressentiment de l'autre côté. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe. Les deux côtés ont arrêté de communiquer et les deux se jettent la pierre de plus en plus violemment. Il faut bien comprendre que de manière générale, l'homme et la femme ne sont pas du tout branchés pareil, notamment pour ce qui est de la résolution de problèmes. Et donc forcément, ça demande du temps, de l'empathie et de la patience de chaque côté pour vraiment prendre le temps de bien comprendre l'autre et de résoudre ensemble les problèmes de notre vie personnelle et petit à petit, pourquoi pas, résoudre les problèmes de la société. L'idée de la masculinité toxique, pour moi, est l'exemple parfait de ces femmes qui se sont tellement coupées de leur empathie qu'elles ne sont même plus capables d'envisager les hommes comme étant potentiellement autre chose que juste des femmes qui ne fonctionnent pas bien. D'ailleurs, en ce qui concerne l'agressivité et la violence des hommes, elle est surtout due à leur taux de testostérone beaucoup plus élevé, notamment à l'adolescence. Et à mon avis, essayer de les déconstruire n'apportera que encore plus de chaos et de ressentiment des deux côtés. Donc voilà, personnellement, je pense que ni déconstruire la masculinité, ni renvoyer la femme à la cuisine ne sont des solutions. Nous devons surtout réapprendre à communiquer. Chaque chose doit se faire à notre échelle. Avant de vouloir changer le monde tout entier, nous devons d'abord, dans un premier temps, être capables de communiquer correctement avec notre conjoint, par exemple. Et j'ai la sensation que le fait qu'une grande partie des têtes de proue féministes soient bi ou lesbiennes ne nous aide absolument pas, parce qu'effectivement c'est plus facile pour elles de venir nous parler de l'abolition du patriarcat ou d'hétérocaptivité quand elles peuvent se permettre, elles, de ne pas jouer dans la même hiérarchie que nous. Malheureusement, nous avons besoin de développer ce dialogue avec l'homme, mais comme aux dernières nouvelles, nous sommes quand même encore la grande majorité, j'estime qu'il serait enfin temps que l'on réadresse correctement les problèmes de notre temps. Que l'on s'attache à recréer du lien et de la discussion entre les sexes, que ce soit à l'intérieur du couple, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des communautés, et pourquoi pas à l'intérieur de la nation. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était une vidéo plutôt longue et pleine d'informations. Je vous encourage sincèrement à réfléchir à mes propos et à aller visionner et lire tous les petits liens que je vous aurai mis dans la barre d'infos pour que vraiment vous puissiez vous faire votre avis par vous-même. C'est très important. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans mon raisonnement, vous pouvez toujours aller voir mes précédentes vidéos qui ont déjà déblayé pas mal de terrain. Et n'oubliez pas non plus que les prochaines vidéos viendront étoffer petit à petit aussi mon propos. Voilà, encore merci pour votre attention et à très bientôt.